Maria Swanenberg naît le 9 novembre 1839. Maria Katharina van der Linden Swanenberg est l'une des tueuses en série les plus notables au monde. Elle a été l'une des premières tueuses en série à émerger des Pays-Bas, bien que, il faut l'admettre, son infamie a été de courte durée. On ne sait pas grand-chose de l'éducation de Maria, si ce n'est que son père était un homme nommé Clemens Swanenberg et sa mère s'appelait Johanna. Le couple a eu Maria alors qu'il vivait à Leiden, dans la province de Hollande du Sud, et n'était pas particulièrement riche. En fait, Maria a passé la majeure partie de sa vie dans des conditions sordides, comme la majorité de la classe ouvrière au XIXe siècle. Elle avait 11 frères et sœurs, mais seulement 4 ont atteint l'âge adulte et son père travaillait de longues heures dans une usine, n'ayant souvent qu'1 jour de congé par semaine. Maria a épousé son premier mari, Johan van der Linden, le 13 mai 1868. Avant que le couple ne se forme, la jeune femme avait donné naissance à 2 filles, mais, tragiquement, les avait toutes 2 perdues dans leur petite enfance. Cependant, pendant son mariage avec Johan, Maria a eu 5 enfants en bonne santé, dont 4 ont survécu. Elle avait 4 fils et 2 filles en bonne santé. Finalement, cependant, l'union s'est désintégrée après presque 20 ans. Maria était largement connue dans sa communauté comme une femme attentionnée, généreuse et de bonne nature. Elle gardait les enfants locaux, s'occupait des malades et effectuait les tâches ménagères pour les personnes fragiles et âgées. Elle semblait être un véritable pilier de la communauté, mais il ne fallut pas longtemps avant que cette image parfaite ne commence à s'effriter. On pensait que les crimes de Maria avaient commencé en 1880, et contrairement à certains tueurs en série qui peut-être augmentent lentement leurs infractions, la femme néerlandaise a commencé par l'un des crimes les plus odieux que l'on puisse commettre. Elle a pris la vie de sa propre mère de sang-froid. Peu de temps après, Maria a empoisonné son père. Bien qu'il y ait peu de détails enregistrés sur les victimes de Maria, beaucoup d'entre elles étaient ses proches. Au total, elle est soupçonnée d'avoir empoisonné plus de 65 personnes et on pense que cela a conduit à la mort d'au moins 23 d'entre eux. L'arme de choix de Maria était l'arsenic, un poison sans goût qui pouvait être glissé dans la nourriture et la boisson de ses victimes. Il était facile à acheter à l'époque car il était utilisé pour se débarrasser des nuisibles et produisait des symptômes tels que des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales, des crampes musculaires et une peau rouge et gonflée. Le mobile derrière les crimes horrifiques de la jeune femme était financier. Maria prenait souvent des polices d'assurance vie sur ses victimes, à une époque où il était possible d'en prendre plusieurs à la fois sur une seule personne. De là, elle orchestrerait leur chute puis collecterait l'argent. Cependant, il y a eu plus de débats sur les motivations de Maria. Certaines personnes ont spéculé qu'elle était peut-être simplement motivée par le désir de tuer. Après tout, malgré la somme d'argent qu'elle a amassée, elle a continué à vivre dans des conditions précaires. On a postulé que, peut-être les crimes ont commencé pour un gain financier, mais ont rapidement dégénéré en quelque chose de plus sombre. On a rapporté qu'elle était si effrontée à propos de ces crimes qu'elle a une fois empoisonné des personnes qui assistaient à des funérailles en mettant de l'arsenic dans leur café. Les crimes de Maria ont été découverts en décembre 1883 lorsqu'elle a été surprise en train d'essayer d'empoisonner la famille Frankusen en glissant de l'arsenic dans leur dîner. La mère de la famille et un enfant sont malheureusement décédés, bien que les autres membres de la famille, y compris le père, aient survécu. La police de Leiden a commencé à se méfier du nombre de personnes décédées sous la garde de Maria et a mené une enquête approfondie au cours de laquelle des dizaines de résidents locaux, de membres de la famille et d'autres ont été interrogés. Ils ont même réussi à parler aux fournisseurs possibles de l'arsenic. L'enquête était si approfondie et détaillée qu'elle a pris plus d'1 an et demi à terminer. Les corps de 13 de ces victimes ont été exhumés et examinés. Maintenant, il peut sembler évident de remarquer qu'un empoisonneur en série se promenait dans les rues, mais compte tenu des taux de mortalité élevés dans la région de toute façon et des mauvaises conditions de vie de ceux qui sont morts, il n'était pas immédiatement évident que quelque chose n'allait pas. En général, pendant cette période, Leiden était une ville frappée par la pauvreté où les travailleurs parvenaient à peine à survivre. Le procès de Maria a commencé le 23 avril 1885, où elle a ensuite été reconnue coupable de 3 meurtres. Son histoire est devenue un spectacle à l'international et son nom est rapidement devenu synonyme de peur. La communauté locale a été choquée qu'une femme qu'ils considéraient autrefois comme l'incarnation de la gentillesse soit maintenant révélée comme une tueuse.
En attendant son procès, Maria a été transférée dans une prison pour sa protection car elle a failli être lynchée par des foules en colère et bouleversées. 2 médecins ont été chargés de l'examiner pour déterminer son état mental et tous deux ont convenu que Maria était en pleine possession de ses facultés mentales. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité dans un établissement correctionnel où elle a vécu jusqu'à sa mort en 1915. En juin 1885, elle avait tenté de faire appel de sa condamnation, mais cette tentative de retrouver sa liberté a été rejetée. Bien que son nom ait depuis sombré dans l'oubli, Maria était autrefois connue mondialement pour ses crimes horribles et glaçants. Ces dernières années, une marque de jeans a émergé de Leiden en utilisant la photographie de Maria et son surnom comme leur marque. Elle s'est également inspiré une chaîne de boulangerie située aux Pays-Bas à créer un bagel à son nom. Il semblerait que les annonceurs de son propre pays et leur fascination pour le macabre aient maintenu son nom et son infamie en vie. Mary Ann Carton. Cela fait presque 150 ans que Mary Ann Cotton a été pendue pour ses crimes sans cœur. Mais même encore, en Grande-Bretagne, son nom est synonyme de mal. Née le jour d'Halloween, 1832 dans le comté de Durham, Mary Ann Robson a eu une éducation assez ordinaire. Son père Michael, un mineur de charbon, avait épousé sa mère Margaret très jeune. Bien que son père travaillait dur, les parents de Mary Ann avaient à peine de quoi joindre les deux bouts. On dit que les enfants ont été élevés dans un environnement religieux strict et on s'attendait à ce qu'ils entrent sur le marché du travail dès que possible. Mary Ann n'avait pas une relation positive avec son père, mais semblait être une bonne élève. Bien qu'elle ait eu du mal à se faire des amis, ses professeurs ont rapporté qu'elle était, je cite, « une élève très exemplaire et assidue et une fille d'une disposition innocente et d'une intelligence moyenne ». Mary Ann était l'aînée de 2 enfants. Une sœur cadette est née en 1834, mais elle n'a vécu que quelques mois, tandis que son frère cadet, Robert, est né en 1835 et semble avoir atteint l'âge adulte, ce qui n'était pas courant à l'époque. Quand Mary Ann avait 8 ans, ses parents ont déménagé dans le village de Merton, toujours dans le comté de Durham. C'est ici que son père est mort, après être tombé de 46 mètres dans un puits de mine en 1842. Comme son travail était lié à la maison familiale, Margaret et les enfants ont été expulsés et ont vécu dans une extrême pauvreté pendant un certain temps jusqu'à ce que la famille rencontre un mineur nommé George Stott qui a épousé Margaret en 1843. Selon la plupart des rapports, Mary Ann n'avait pas une meilleure relation avec son beau-père et le détestait autant qu'elle détestait ses propres parents biologiques maintenant décédés. Désespérée de quitter la maison familiale, Mary Ann s'est enfuie pour le village de South Hatton quand elle avait 16 ans. Elle a étudié pour devenir infirmière et est rentrée chez elle 3 ans plus tard, où elle a commencé à se former en tant que couturière. En 1852, à l'âge de 20 ans, Mary Ann a épousé un ouvrier nommé William Mowbray. Le couple a déménagé dans le sud-ouest de l'Angleterre où ils auraient eu ensemble 4 ou 5 enfants, tous décédés jeunes. À cette époque, l'enregistrement des naissances était obligatoire mais pas appliqué, ce qui signifie qu'il n'y a aucun enregistrement de ces enfants. Ils ont eu une filleule dont la naissance a été enregistrée, appelée Margaret Jane, qui est décédée à l'âge de 4 ans. L'année suivante, le couple a eu une autre fille qu'ils ont également nommée Margaret Jane. Leur fils John Roberts est né en 1863 mais est décédé 1 an plus tard de la fièvre gastrique. En janvier 1865, William est décédé subitement d'un trouble intestinal. Sa veuve, Mary Ann, a perçu son assurance vie, qui valait 15,8 kg, l'équivalent d'environ 481 kg en argent d'aujourd'hui. Elle a également perçu 2 livres pour le décès de son fils, soit environ 113 kg et 398 grammes aujourd'hui. Peu de temps après le décès de son mari, Mary Ann a déménagé à Seaham Harbour, dans le comté de Durham, où elle a rencontré un homme nommé Joseph Nattrass. Le couple est devenu amant, mais Joseph devait se marier et était soit réticent, soit incapable de rompre les fiançailles. Alors le couple s'est séparé. Après la rupture de sa relation avec Joseph, Mary Ann a déménagé à Sunderland où elle a trouvé un emploi en tant qu'infirmière à la maison de récupération pour le traitement de la fièvre contagieuse.
C'est ici qu'elle a rencontré un ingénieur nommé George Ward, qu'elle a épousé le 28 août 1865. Bien qu'il était déjà en mauvaise santé, les médecins de George ont été surpris quand son état s'est aggravé l'année suivante et qu'il est décédé le 20 octobre 1866. Il avait souffert de paralysie et de problèmes intestinaux, bien que sa mort ait été enregistrée comme étant causée par le choléra anglais et la typhoïde. Mary Ann a rapidement touché la police d'assurance vie de celui-ci. Moins d'un mois après la mort de George, Mary Ann a été employée comme gouvernante par un charpentier de marine nommé James Robinson qui était un veuf récent. Un mois après son embauche, James a découvert que son bébé était mort de la fièvre gastrique. Il a cherché du réconfort auprès de Mary Ann qui est tombée enceinte. À peu près à cette époque, la future mère a appris que sa propre mère était tombée malade d'hépatite chez elle et elle est donc retournée auprès d'elle. Peu après, sa mère a commencé à souffrir de douleurs abdominales intenses. Juste 9 jours plus tard, au printemps 1867, elle est décédée. Le beau-père de Mary Ann a ensuite épousé sa voisine veuve plus tard cette année-là. En revenant vers James, Mary Ann a emmené avec elle son seul enfant survivant, Isabella. Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant que l'enfant développe des douleurs à l'estomac et décède, ainsi que des propres enfants de James. La mère, supposément en deuil, a reçu un paiement d'assurance de 5 livres, l'équivalent d'environ 286,8 kg dans l'argent d'aujourd'hui. James et Mary Ann se sont mariés le 11 août de cette année-là et leur premier enfant est né quelques mois plus tard en novembre. Cependant, elle n'a survécu que quelques mois. Le deuxième enfant du couple, George, est né le 18 juin 1869. Le mariage du couple était loin d'être heureux et les fissures ont rapidement commencé à apparaître. James est devenu suspicieux lorsque Mary Ann a insisté pour qu'il souscrive une assurance vie. Il a également découvert qu'à son insu, elle avait réussi à accumuler une dette de 27,2 kg, c'est en soi 726,8 kg aujourd'hui, et qu'elle avait volé l'équivalent moderne de 646,3 kg qu'elle était censée déposer à la banque. En parlant avec ses enfants, James a découvert que Mary Ann les forçait à mettre en gage des objets de valeur de la maison et à lui rendre l'argent. Furieux, il a jeté sa nouvelle épouse dehors. Il a gardé la garde de leur fils, George. Mary Ann a été laissée désolée. Elle n'avait pas d'argent et était dans la dernière position qu'elle voulait être. Puis, les choses ont changé quand elle a rencontré Frederick Cotton, qui était le frère de l'une de ses amies. Frederick était un mineur et un veuf qui vivait à Walbottle, Northumberland, avec 2 enfants. Depuis la mort de sa femme, les enfants de Frederick étaient souvent pris en charge par l'ami de Mary, qui était en quelque sorte leur figure maternelle. En mars 1870, l'ami de Mary est décédé d'une maladie d'estomac indéterminée, laissant une ouverture pour que Mary Ann fasse son mouvement. Elle a consolé Frederick, s'est occupée de ses enfants et est tombée enceinte peu de temps après. Le couple s'est marié bigamement en 1870 car Mary Ann était encore à ce moment-là mariée à James. Le premier fils du couple, Robert, est né au début de 1871. Cependant, peu de temps après leur mariage, Mary Ann a appris que Joseph Natras, son ancien amant qui avait été fiancé la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, vivait maintenant à seulement 30 miles de distance dans le village de West Auckland et, à sa grande joie, n'était plus marié. Elle a rapidement ravivé la flamme et a donné à sa famille des raisons pourquoi ils devraient déménager au village, ce qu'ils ont fait. Frederick fut la prochaine victime de Mary Ann décédant en décembre 1870 de fièvre gastrique. Après cela, Joseph est devenu son locataire, mais son attention a été captée par quelqu'un d'autre lorsqu'elle a commencé à travailler comme infirmière pour un officier et est tombée enceinte de son enfant. Pendant ce temps, le fils de Frédéric, Frédéric Jr., est décédé en mars 1872 et Robert est décédé peu de temps après. Joseph a également rencontré sa fin peu de temps après avoir révisé son testament pour s'assurer qu'il incluait Mary Ann. Les choses ont finalement commencé à se dénouer cette année-là lorsque Mary Ann s'est plainte du dernier enfant de Frédéric, Cotton, Charles, à un officiel de paroisse nommé Thomas Riley. Elle prétendait qu'il faisait obstacle à son mariage avec l'homme dont elle portait l'enfant et a demandé si Charles pouvait être envoyé à l'asile, mais on lui a dit qu'elle devrait l'accompagner, ce qui était hors de question pour Mary Ann. Elle a répondu qu'il était maladif et a noté, je cite, « Je ne serai pas dérangée longtemps ».
il partira comme tous les autres Cotton. Il n'est pas clair pourquoi elle a fait cette déclaration incriminante, mais il semble probable qu'elle soit devenue trop confiante parce qu'elle s'en était tirée avec un meurtre pendant si longtemps. 5 jours plus tard, Mary-Ann a dit à Thomas Riley que Charles était décédé. En tant que coroner adjoint, Riley a immédiatement eu des soupçons et s'est rendu à la police. Il a convaincu le médecin de retarder la rédaction du certificat de décès. Lorsque Mary-Ann est allée percevoir les indemnités d'assurance, on lui a dit qu'elle ne recevrait pas l'argent sans un certificat de décès. Une enquête a été menée mais a conclu à des causes naturelles tandis que Mary-Ann prétendait que Riley portait des accusations contre elle parce qu'elle avait rejeté ses avances romantiques. C'est peut-être là que l'histoire aurait pris fin si ce n'était pour les journaux qui ont eu vent de l'histoire et qui ont par la suite commencé à chercher des informations. Ils ont découvert que Mary-Ann avait tendance à se déplacer dans tout le pays et était entourée de tragédies. Au fil des ans, elle avait perdu 3 maris, un amant, un ami, une mère et 11 enfants, tous décédés dans des circonstances similaires. Riley a continué à pousser pour des tests sur Charles. Le corps avait été enterré mais le médecin légiste en avait conservé plusieurs parties. Ils ont révélé des traces d'arsenic, confirmant qu'il n'était pas mort de cause naturelle, mais qu'il avait été empoisonné. Suite à cette percée, Mary-Ann a finalement été arrêtée et accusée de son meurtre. Le procès de Mary-Ann a été retardé jusqu'à ce qu'elle donne naissance à son 13e enfant, qui a été adopté dès la naissance par un autre couple. Le père de son bébé n'a pas perdu de temps et a coupé tous les liens avec elle après avoir entendu parler de ce dont elle était accusée. Lorsque le procès a commencé le 5 mars 1873, la défense de Mary-Ann a affirmé que Charles était mort en inhalant de l'arsenic utilisé dans la teinture du papier peint vert de la maison de la famille Cotton. Cela n'était pas incroyable étant donné que l'arsenic était couramment utilisé dans les articles ménagers à l'époque, mais le jury n'a pas accepté les arguments de la défense et a rendu un verdict de culpabilité après seulement 90 minutes. Mary-Ann avait été convoquée pour une autre audience concernant Joseph Frederick Jr. et Robert Cotton, tous deux ayant été trouvés morts par empoisonnement après l'exhumation de leur corps, mais cela n'est pas allé plus loin après sa première condamnation où elle a été condamnée à mort. Après avoir entendu sa condamnation, Mary-Ann a tenté de blanchir son nom et a supplié son mari, James Robinson, à qui elle a écrit de nombreuses lettres, de l'aider. Elle l'a également accusé de l'avoir abandonnée. Mary-Ann Cotton a été pendue le 24 mars 1873 dans le comté de Durham. Cependant, son exécution a été bâclée et elle a finalement été étranglée à mort par la corde. Son 13e enfant, Margaret Edith, qui a été adoptée, a vécu jusqu'en 1954. Son fils, George, qu'elle avait eu avec James Robinson, a également survécu. Mary-Ann n'a jamais avoué d'autres meurtres, bien qu'on pense qu'elle a tué 21 personnes, dont 15 membres de sa famille. Elle a été surnommée l'Ange Noir après que ses crimes ont été révélés. On la désigne souvent comme la première tueuse en série britannique, bien que cela soit faux. Elle est peut-être cependant l'une des plus infâmes et des plus terrifiantes. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour accéder à du contenu supplémentaire en coulisses et à une foule d'autres contenus bonus en plus. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.